rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu, vu tout ça. Donc j'ai annulé mon déplacement à Tokyo aujourd'hui pour être là quand même pour vous. C'était très important pour moi cette émission aujourd'hui, notamment parce que je la co-anime encore une fois avec Camille Dorel et Julie Mazet de MAP 73 sur Chambéry. Donc elles nous en diront juste un tout petit peu plus sur leurs fonctions. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir comme invité Raphaël Oma. Bonjour, qui est préparateur mental, qui est responsable pédagogique d'un DU en préparation mentale à l'Université de Poitiers et qui l'année dernière a écrit un livre intitulé Les 8 clés pour gérer son stress comme les champions aux éditions Le Duc. Et ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, il va donc nous parler du stress étant donné qu'il est lui-même extrêmement stressé. Exactement. Merci beaucoup pour cette introduction. Me présenter peut-être. Oui, ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui et que tu fais ce que tu fais. Mon parcours, en fait, donc moi j'ai 43 ans aujourd'hui et j'ai eu un parcours d'étudiant en STAPS, donc fac de sport, à Lyon, plus précisément à Villeurbanne, donc pas très loin finalement d'Aix-les-Bains. Et puis, pendant mes études, j'ai eu la chance notamment de partir une année au Québec, à Montréal, où j'ai entendu parler pour la première fois de préparation mentale. Puis, j'ai été enseignant d'EPS pendant plusieurs années, dont 3 en Martinique, puisque mon papa est martiniquais. J'ai été ensuite recruté en école d'ingénieur à Angers en 2006, si je ne me trompe pas. Et en fait, là pour la première fois de ma vie, donc j'étais avec des élèves ingénieurs. J'avais été moi-même un élève assez, un élève plutôt bon, on va dire, mais un lycéen plutôt moyen moins. Et donc dans mon état d'esprit, dans ma représentation avant d'arriver dans cette école, je me suis dit tiens, je vais être avec des élèves ingénieurs très confiants, très sûrs d'eux, très sûrs d'elles également, vraiment un peu le niveau Ligue des Champions des études avec beaucoup de confiance. Et finalement très tôt, je me suis rendu compte que ces étudiants, ces élèves ingénieurs étaient stressés, étaient anxieux. Et donc l'école, donc là on est en 2006 en fait, je suis devenu prof et 2009 à Angers. Et l'école, en fait, me demande de me former, de trouver des moyens d'accompagner un petit peu mieux ces élèves ingénieurs, notamment sur les périodes de stage. C'est-à-dire que c'était des élèves qui avaient finalement beaucoup de connaissances scientifiques, de compétences. Par contre, il y avait un peu plus de difficultés à gérer l'aspect relationnel, où en stage, ils se retrouvaient parfois à manager, entre guillemets, des personnes qui pouvaient être leur papa ou leur maman. Et donc, je me suis formé en 2011-2012, via un DU de préparation mentale. J'ai eu la chance, à partir de fin 2012, d'avoir une autorisation de cumul d'emploi. Donc, pendant un temps, je faisais à la fois enseignant en école d'ingénieur à Angers et j'occupais quelques heures le métier de préparateur mental via une micro-entreprise. Et puis en 2018, j'ai demandé d'arrêter mon détachement en école d'ingé pour être uniquement préparateur mental. Ok. Voilà. Et donc, voilà. Enfin, moi, je suis tombé dedans, on pourrait dire, assez jeune. J'ai adoré vraiment les potentialités, justement, que la préparation mentale nous permettait de toucher du doigt, voire d'embrasser. J'adore aussi le fait de conscientiser que on n'a pas un accès direct à la réalité, mais que nos pratiques narratives, la façon dont on se parle, nos représentations mentales influencent grandement à la fois notre confiance, notre estime et donc notre comportement et les résultats qu'on peut avoir dans telle ou telle situation, que ce soit des situations sportives, entrepreneuriales ou scolaires, et on parlera un petit peu des examens aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie, même si j'adorais vraiment mon métier de prof de PS et que je bossais dans de superbes conditions avec de chouettes collègues et de chouettes élèves, j'aurais été frustré, je pense, de pas tenter l'aventure à 100% de la préparation mentale. T'as fait un sport ? Oui, moi jeune, c'est une superbe question. J'en parle un petit peu dans le livre. Je pense aussi que l'une des raisons qui a fait que je suis devenu préparateur mental, c'est que, alors, je n'ai jamais été stressé par mes études.
Par contre, j'ai été très stressé sur les terrains de tennis, et notamment pendant les périodes de match. Le tennis, c'est un sport où, en gros, un échange dure 5-6 secondes, et on a à peu près 25 secondes entre deux échanges. Donc, finalement, on passe énormément de temps entre deux échanges, à cogiter, à se dire tiens, ça je l'ai bien fait, il faut que je refasse pareil, ou qu'est-ce qui se passe si je marque ce point-là, ça y est, je suis plus qu'à quelques points de gagner le match ou de le perdre. Et donc justement, ce discours interne est hyper présent, et je voyais vraiment une différence entre ce que j'arrivais à faire à l'entraînement et ce que je faisais sur des matchs où justement mes représentations mentales étaient complètement différentes, mon tonus musculaire aussi était très différent, et c'est sûr qu'il y a une 30aine d'années, j'aurais adoré avoir un préparateur mental et qu'on m'explique qu'il y avait d'autres voies, d'autres possibilités que juste faire encore plus de services, ou encore plus de coups droits et plus de revers. Donc en effet, le sport a joué, on va dire en tout cas dans mon appétence, dans mon intérêt pour cette discipline. Ton classement ? Alors mon classement, je me suis classé quand j'étais en STAPS, donc mon meilleur classement ça a dû être 31, donc ce qui est assez faible, pour dire les choses très clairement. Après j'étais un jeune qui faisait très très peu de tournois, alors j'ai eu la chance au TCLP, au tennis club de La Pape, d'où est sorti notamment Lionel Roux. Lionel Roux est quelqu'un qui doit avoir 10 ans de plus que moi à peu près. J'ai eu la chance à cette époque, donc moi en 6e je pense, d'être champion du Rhône en équipe, donc c'était des tournois un peu comme une Coupe Davis, je dirais. Mais c'est vrai que par contre, je faisais très très peu de tournois. J'en ai fait quelques-uns quand j'étais en STAPS parce que voilà, ça jouait en gros sur notre note, je vais le dire comme ça. Mais voilà, finalement pas beaucoup de tournois. Et puis après, je suis parti beaucoup sur des sports d'endurance. C'est-à-dire que plus jeune, j'ai eu un parcours, je pourrais presque dire déjà de prof de PS, donc j'ai touché à beaucoup de sports, mais le tennis a vraiment été mon fil conducteur pendant 15 ans, de 5 ans à 20 ans, j'ai joué au tennis. J'ai après touché à pas mal de sports donc en parallèle, et puis notamment en Martinique, je faisais pas mal de trail, j'en refais maintenant que j'ai découvert aussi la Savoie. J'ai fait sur Angers pas mal de triathlon, aussi avec des distances Ironman, où pareil, finalement, l'aspect mental est très très important, c'est-à-dire sur des épreuves d'endurance, l'enjeu c'est d'arriver encore à s'alimenter, à s'hydrater, mais a priori si on n'est jamais à fond, notre corps est aussi fait pour avancer, donc on y arrive. Mais c'est vrai que la capacité par exemple à se focaliser sur un élément qui va bien, ou sur quelque chose qui nous fait mal ou qui dysfonctionne pendant une performance, joue grandement dans ce qu'on est capable de produire ou pas. C'est sûr, quand on fait un Ironman, donc c'est une distance longue en triathlon, sur la partie du marathon, forcément, on va avoir mal à certains muscles, on va avoir mal à certaines articulations, on peut avoir des ampoules. Après, tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce que je me focalise que là-dessus, et dans ce cas, la charge mentale, le champ attentionnel est occupé uniquement par ça. J'ai mal, ou est-ce que j'arrive à porter mon attention sur des éléments qui sont au mieux plaisants, ou à minima sans conséquences, on va dire, négatives. Donc moi, typiquement, par exemple, sur un marathon, sur le marathon de l'Ironman, j'avais pris l'habitude à l'entraînement de me focaliser juste sur l'ouverture et la fermeture de la cage thoracique quand on fait du sport, et donc de porter au maximum mon attention sur cette sensation kinesthésique. Et donc si je pense à ça, je suis pas en train de me dire que j'ai mal aux jambes, je suis pas en train de me dire à l'autre, il y en a encore un qui m'a doublé, ou voire d'essayer de lui faire un croche-patte, ce que j'avais essayé de faire, mais en fait j'ai eu une crampe parce que j'avais un peu mal, mais donc j'ai raté la personne. Je plaisante, bien sûr. J'imagine. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est important d'essayer au maximum d'être responsable des pensées que nous avons, et donc d'orienter nos pensées plutôt sur des éléments qui nous aident. C'est clair, c'est valable partout. Merci, Raphaël. Merci. Camille, Julie, un petit rebrief sur MAPS 73 ? Allez, un petit mot. Bonjour à tous. Merci en tout cas, Jolie, encore de nous permettre de co-animer aujourd'hui cette émission. Donc moi, c'est Camille. Je suis cofondatrice de la société MAPS 73. En quelques mots, MAPS 73, c'est une société qui accompagne les adolescents, notamment dans leur orientation, leur permettre surtout de trouver leur voie, et les accompagner aussi tout au long de leur développement personnel pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc voilà, en quelques mots, MAPS 73. Julie, après, va partir vraiment sur le développement. On va parler vraiment du développement personnel pour les accompagner au mieux. Je te laisse bien évidemment la parole. Tu me passes la parole ? On n'a même pas dit bonjour, nous. Tu vois, Raphaël a dit bonjour. Le pro, nous, pas du tout quand tu nous as dit bonjour. Julie, Camille, rien.
C'est pas grave. Oui, donc Camille, t'as à peu près tout dit. Moi, je fais toute la partie développement personnel, donc qui rejoint un petit peu aussi tout ce qui est préparation mentale sur le fait de maîtriser ses pensées, de se connaître et après de maîtriser ses pensées. Et moi, je fais toute la partie donc testing. Et on en a besoin pour savoir qui on est. Enfin, on a besoin de savoir qui on est pour après pouvoir s'orienter. Et voilà, on accompagne des jeunes tous les jours à trouver leur voie. Et aujourd'hui, on avait eu l'idée d'inviter Raphaël, justement, parce que c'est bientôt les examens. Et on voulait en fait parler de la gestion du stress lors des examens. Parce que ça, c'est quand même une partie sensible chez les jeunes, parce que c'est des fois la première fois qu'ils passent... des examens, donc on voulait voir si Raphaël, il va nous donner des clés pour qu'ils gèrent au mieux en fait leur stress lors de ces examens. Et en plus, c'est super parce que toi, comme tu es co-responsable du DU, tu as cette expérience avec les jeunes et tu les as déjà en plus coachés, tu leur as déjà donné des clés pour qu'ils arrivent à optimiser leur performance et qui diminue leur stress au maximum. Ouais, en tout cas, c'est l'enjeu, c'est un enjeu hyper important, je trouve, et t'as 1000 fois raison, c'est capital pour les jeunes. En tout cas, je trouve que c'est capital d'apprendre tôt à avoir certaines clés. Et j'en parle aussi dans le livre. Ma compagne est agrégée. Elle a passé l'agrég interne, l'agrégation, donc un concours de prof interne. Et on en parlait encore il y a peu de temps parce que un de ses potes passe aussi le concours et est allé voir les personnes qui passent l'agrégation, qui passent l'oral. Donc on parle d'enseignants qui ont l'habitude de la prise de parole en public, qui ont l'habitude d'être devant des élèves. Et finalement, un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire entre faire des balles à l'entraînement et jouer un match, finalement le geste est le même, l'exécution est la même, mais le sens qu'on y met est complètement différent et donc le ressenti interne, la production est complètement différente. Et là, cet ami avec qui on mangeait il y a quelques jours nous disait, mais finalement, les profs que je voyais étaient tous hyper stressés en public. Alors certes, c'était l'oral de l'agrég, c'est hyper important, mais ont l'habitude de parler en public et étaient très impressionnés, très introvertis et sans doute n'exprimaient qu'une part assez petite de leur potentiel. Donc ouais, je pense qu'il y a déjà un premier enjeu qui est important, c'est de travailler sur l'enjeu, justement. C'est-à-dire que je vois beaucoup de méthodes de gestion du stress qui, selon moi, se focalisent beaucoup sur les symptômes et les conséquences du stress. Alors, bien entendu, qu'on peut parler de techniques de respiration, bien entendu, qu'on peut parler de pratiques physiques que je vais pratiquer aussi, que je vais proposer à certaines personnes, de pleine conscience, de baisse de l'activation, de relaxation, de visualisation, etc. Mais quand on est stressé, encore une fois, c'est pas mal d'être stressé. Ce qui est embêtant, c'est la chronicité du stress, le fait d'être trop stressé ou trop souvent stressé. Mais le stress peut aussi nous être utile, peut très bien nous sauver la vie dans certaines situations. Idem au niveau de l'anxiété. Juste, je me permets de préciser que, selon moi, la différence principale entre le stress et l'anxiété, on pourrait dire que c'est la temporalité. C'est-à-dire que le stress, ça va être une adaptation physiologique et psychologique ou physiologique et psychique dans une situation menaçante, alors que l'anxiété, c'est le fait d'avoir les mêmes symptômes sans être dans la situation. C'est-à-dire que avant d'être dans la situation, je stresse, donc c'est ce qu'on appellerait en fait de l'anxiété, voire après la situation, j'y repense et de nouveau, je peux avoir des palpitations ou autre. Mais donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que si on est stressé quand il y a une situation menaçante, on pourrait déjà se poser la question, qu'est-ce qui nous menace dans cette situation ? Est-ce que c'est mon image, l'image sociale ? Est-ce que c'est qu'est-ce que je vais penser de moi au niveau de l'estime ? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? On est aussi stressé quand on est dans une situation, je le disais, à enjeu, c'est-à-dire que il y a une menace, donc je pense que je n'ai pas forcément les ressources suffisantes pour faire face. Et deuxièmement, je pense que l'issue est importante pour moi. Donc le premier point, moi, sur lequel j'aime bien travailler, c'est déjà de pouvoir questionner cela. Questionner finalement ce préambule, ce postulat de départ. Est-ce si important ? Est-ce qu'on joue vraiment notre vie ou pas ? Et d'ailleurs, on se rend bien compte que des personnes qui ont des fois des accidents de vie te disent alors ça, avant, ça me stressait beaucoup, mais alors maintenant, et plus du tout, parce que j'ai eu entre guillemets un vrai stress ou une situation où l'enjeu était vraiment important. Et
notre cerveau n'a pas beaucoup évolué sur les 30 000 dernières années. Pour autant, nos conditions de vie ont énormément évolué. Et encore une fois, là où il était très important d'être stressé parce que peut-être qu'une bête féroce nous courait après, aujourd'hui, peut-être qu'on est stressé parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir bien répondre à telle question, ou peut-être qu'on est stressé parce qu'on va peut-être arriver en retard à une émission de radio et que potentiellement 200 000 personnes nous écoutent, ou peut-être qu'on va être stressé parce que peu de personnes vont liker ma dernière photo sur Instagram. Et donc finalement, notre cerveau a toujours cette capacité de stresser, et ça c'est très bien. Par contre, il a beaucoup de mal à discriminer ce qui est important ou pas réellement à stresser. Donc, pardon, je parle beaucoup peut-être, mais je pense qu'il est important de permettre aux personnes avec lesquelles on travaille, alors moi je les appelle des préparés, mais ça peut être des élèves, mais c'est ça, de questionner l'enjeu. Je parlais tout à l'heure de l'importance des pratiques narratives, mais de ne pas toujours croire ce que l'on se raconte, de ne pas toujours croire le scénario que l'on se raconte, parce que c'est juste une interprétation d'une situation, et que nous sommes plusieurs autour de cette table, et que de la même situation, on aurait toutes et tous des points de vue différents. C'est vrai, je te rejoins là sur les scénarios un peu catastrophiques. Moi, j'ai quand même pas mal d'élèves. Je suis enseignante également de français dans un lycée. Et effectivement, j'ai souvent les scénarios catastrophiques. L'élève vient souvent nous voir en nous disant, j'ai vraiment à ce jour le scénario catastrophique, c'est-à-dire le phénomène un peu de la feuille blanche, de l'examinateur horrible, et donc du coup, il dramatise la situation. On essaye de les faire relativiser, mais quels seraient vraiment les outils pour essayer de les faire relativiser? Comme tu dis, il faut imager, il faut peut-être se refaire les phrases plus lentement, revoir le scénario, et c'est vrai que peut-être leur donner des clés pour qu'ils refassent leur scénario. Comment ça se passe? Ouais, alors déjà, ce que moi je trouve très important dans ce que tu dis là, dans ces scénarios catastrophes ou ces films catastrophes, c'est d'avoir conscience que en fait ils ont été validés scientifiquement. Alors on en parle beaucoup en sciences de l'éducation, on parle de l'effet Pygmalion ou de prophétie autoréalisatrice. C'est de comprendre. Alors je suis pas un spécialiste de la loi de l'attractivité, je juste parler là des prophéties autoréalisatrices, mais c'est de dire que si dans telle situation je me projette en me disant oui, je pense que ça va se passer de telle façon, je pense que je vais réagir comme ça, ou je suis convaincu que j'ai telle ressource ou que je n'ai pas celle-ci. Finalement, on va venir adopter un comportement qui va s'adapter à nos projections et qui rend bien plus probable le fait que la situation se passe comme nous la pensions, comme nous l'avons imaginé. Alors par exemple, ça a été vu avec des hamsters. J'espère que ça pourra intéresser vos auditrices et vos auditeurs, parce que je voulais parler d'hamsters aujourd'hui. Mais non, mais en gros, on donne des hamsters à des étudiants. Et dans un cas, on leur dit, vous avez beaucoup de chance, parce que ces hamsters sont hyper intelligents, et vous avez 3 semaines pour leur apprendre le plus de choses possible. Faites votre maximum, mais ces hamsters sont surdoués. Et dans d'autres cas, on donne d'autres hamsters qui sont tous ils n'ont pas eu de test, on va dire, de QI, si je peux le dire comme ça. Et à d'autres étudiants, on leur donne des hamsters et on leur dit, voilà, vous avez 3 semaines pour apprendre le maximum de choses à ces hamsters. Par contre, vous n'avez pas beaucoup de chance parce que c'est des hamsters un peu teubés. Je caricature, voilà. Qu'est-ce qu'on constate en fait à la fin de l'expérience? C'est qu'à la fin de l'expérience, ça devient vrai. C'est-à-dire, d'une certaine façon, les hamsters vis-à-vis desquels on pensait qu'ils étaient plus intelligents que la moyenne et que donc ils auraient plus de ressources, qu'ils allaient plus y arriver. On a aussi été plus patients, on a mis plus de moyens en œuvre pour qu'ils y arrivent. Les hamsters où on nous a dit, bon, essaye, mais c'est quand même pas gagné, finalement, à la fin, ils savaient pas faire grand-chose. Donc, ça marche avec des animaux. Il y a plein d'études. Il y a notamment Philippe Mérieux qui était sur Lyon, que moi j'adorais à l'UFR STAPS, qui nous avait montré aussi plein d'études sur l'effet Pygmalion. Le premier point, je pense, quand on est enseignant ou quand on est parent, s'il y a des parents aussi qui s'inquiètent un peu pour les examens de leurs enfants, c'est peut-être de faire prendre conscience aussi à ces personnes, à ces élèves, étudiants, de prendre conscience de l'importance de leur schéma de pensée. D'arriver également peut-être à mettre une petite comment on pourrait dire, une petite griffure un peu sur ce tableau là où on se raconte cette histoire, etc., pour déjà mettre un peu de dissonance et venir questionner ça. Est-ce que t'es vraiment sûr de ça, ou de quelle manière on pourrait le relativiser, le nuancer, questionner un petit peu cela.
Donc ça serait plus venir travailler sur les causes. Et puis après, oui, sur de la projection, bien entendu, qu'on pourrait travailler sur de l'imagerie mentale, de la visualisation, etc. Super, on va faire une petite pause musicale parce qu'on a envie. Allez. Et on se retrouve tout à l'heure après la jolie chanson que nous avons sélectionnée. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.1 avec Camille et Julie et notre invité Raphaël Oma. On était en train de parler des examens, du stress qu'ils pouvaient générer, du stress des jeunes mais aussi des parents qui peuvent aussi générer du stress à leurs enfants alors qu'eux à la base ils en ont pas mais les parents sont tellement stressés. Au niveau de l'orientation, on a le même débat. Camille, Julie, qu'est-ce que... Alors, je voulais revenir un peu sur les examens, encore une fois, sur ces scénarios, comme tu disais. J'expliquais tout à l'heure le scénario un peu de la page blanche. Là, j'ai eu une élève qui est venue il y a pas longtemps et qui me dit Madame, ma grosse phase de stress, c'est lorsque je m'assois avant la distribution du sujet. J'ai 5 minutes où je regarde et là, je me dis mais j'ai plus rien dans ma tête. C'est-à-dire que je ne sais plus rien et pourtant j'ai révisé. Et là, la gestion du stress, elle est très difficile. Est-ce que tu as des outils, des petits conseils, des petits tips à donner à ces étudiants qui sont là dans ces 5 minutes avant la distribution du sujet où le stress vraiment monte et ils ont du mal à l'apprivoiser un peu? Ouais, là, écoute, a priori, c'est une personne qui aurait plutôt un stress cognitif, en effet. Le stress a différentes conséquences, et notamment au niveau de la cognition. Des personnes qui peuvent avoir donc un haut niveau de stress, on parle aussi, nous, d'un niveau important d'activation. D'accord, donc on mobilise grandement le système nerveux sympathique. En effet, ça peut venir parasiter justement cette cognition. Il y a une personne qui s'appelle Vitose, V-I-T-O-Z. Ce Vitose, il disait qu'on avait besoin de trouver un équilibre entre l'émissivité, donc la capacité à émettre des pensées, et typiquement ça peut être important en situation d'examen, et la réceptivité, la capacité à réceptionner nos sensations. Et tu sais, tu as plein d'exemples comme ça d'enfants qui vont, d'enfants ou d'élèves, mais là je pense à un enfant qui va réciter sa poésie la veille à ses parents, qui la connaît par cœur, et puis quand il est en situation devant le prof ou la prof, devant les copains et les copines, il y a un voile blanc et puis il y a plus rien. Là, les clés qu'on pourrait donner, les outils qu'on pourrait donner, dans un premier temps, moi je conseillerais à cette personne de faire de la cohérence cardiaque. Donc c'est une technique de respiration en fait où les temps d'inspire et les temps d'expire sont égaux, a priori plutôt de 5 secondes. Donc je vais inspirer 5 secondes et je vais souffler 5 secondes. Ça va venir renforcer mon système nerveux parasympathique. Donc le système nerveux parasympathique en fait c'est celui qui me permet de me détendre, pour dire les choses plus simplement. Ensuite, je pense qu'il pourrait être intéressant, peut-être pour cette personne, de faire un tout petit peu, mais ça demande de l'entraînement, je dis pas de le faire le jour J, mais de faire aussi ce qu'on appelle de la pleine conscience. C'est des problèmes que nous avons, nous, les humains, c'est qu'on est des animaux du passé et du futur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal, en fait, à être dans le présent, et on va très souvent anticiper des problèmes ou ruminer des situations problématiques. Et là, cette personne, alors c'est valable 5 minutes avant l'examen. Il y a peut-être d'autres élèves, c'est valable 3 jours avant l'examen, qui ont du mal à dormir, etc. Je pense qu'il est très important, mais en tout cas très utile, de s'habituer à s'ancrer vraiment dans le présent et être conscient. Alors certains vont parler de scan corporel ou de pleine conscience, mais de s'amuser un peu à balayer différents canaux sensoriels et d'avoir pleinement conscience, par exemple, de ma position là sur le tabouret, d'avoir conscience de ce que je vois, de ce que j'entends, éventuellement de ce que je peux des fois sentir ou goûter, mais d'être, on va dire, immergé dans mes 5 sens et pas dans que va-t-il se passer dans 5 minutes. Voilà. Mais ça, ces exercices, tu les fais. Enfin, faut que tu arrives à les intégrer en fait avant ton examen. Donc après, toi, tu préconises de les faire en fait combien de fois, combien de temps avant? Le plus possible? Ouais, alors le plus possible, je sais pas, mais en tout cas, t'as tout à fait raison. Ça demande de l'anticipation parce que on doit arriver à pleinement maîtriser ces outils
avant de pouvoir les faire dans une situation stressante. Je prends l'exemple, je crois que j'en parle pas dans le livre, mais à une époque, par exemple, je bossais avec une athlète qui s'appelait Camille Lejoly, qui était élève ingénieur à Angers et qui faisait aussi de l'heptathlon, qui a été 2 fois championne de France d'heptathlon, donc 7 disciplines. On pourrait dire le décathlon féminin, mais je sais pas pourquoi les filles ont pas les 10 épreuves, mais bon, parce qu'elles sont moins bonnes. C'est pas le sujet, ouais. Moins fortes. Non, moi je pense qu'il faudrait faire les 10 aussi, ça serait bien. Mais voilà, du coup, là, l'idée, c'était de lui dire, bah ok, tu viens de finir ton saut en longueur, tu veux te détendre, tu veux te relaxer. Alors oui, dans 3 mois, il faudra le faire dans un stade avec, je sais pas, 1000 ou 2000 ou 3000 personnes, peu importe, ou 500, peu importe. Il faut déjà qu'on arrive à le faire quand tu es sur ta piste d'entraînement et qu'il y a 0 personne à l'entraînement. C'est un peu pareil pour un examen, c'est-à-dire que, ou pour un entretien d'une recherche de stage, si je repense aussi à ces élèves ingénieurs, finalement, on doit arriver, tu as raison, à avoir intégré, implémenté, vivre et revivre ces situations pour les maîtriser. Et donc, pour être à l'aise aussi, et ça peut sembler tout bête de le dire comme ça à la radio, mais premièrement, pour y penser. Parce qu'on vient de le dire, en fait, quand je suis stressé, ça parasite ma cognition. Et moi, combien de fois, même avec des sportifs professionnels qui n'ont pas encore intégré tel ou tel outil, ils vont me dire, bah oui, en fait, maintenant, je suis capable de te dire que j'étais stressé. Maintenant, je suis capable de dire, on avait dit, petit A fait ça, enfin, je caricature, petit B fait ça. Ils l'ont conscientisé, quoi. Mais là, dans le moment, j'ai absolument plus du tout pensé à cet outil ou à cette technique. Donc, t'as raison, ça doit être tellement intégré et intériorisé qu'on est quasiment dans quelque chose d'automatique. Ok, donc faut le travailler avant. Un petit peu. Faut s'entraîner. C'est ça, comme toute chose. Exactement. C'est vrai Pour que ça devienne inné. Automatique, ouais. Un réflexe. Exactement. Et puis peut-être, si je peux me permettre, je sais pas, toujours dans le thème là de cet examen, ce qu'on constate aussi, un des outils qui pourrait être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, c'est que finalement, ce qui stresse très souvent, c'est le résultat. Et j'aime bien découper, alors c'est pas de moi, j'ai rien inventé, mais j'aime bien découper aussi les objectifs en objectifs de résultat. Donc le résultat, ça va être par exemple intégrer telle école. Après le bac, en post-bac, là je vais être dans telle école ou n'importe, ça c'est un résultat, ça ne dépend pas que de moi. Après il y a la performance que je vais faire, c'est la note que j'ai, et donc ça dépend de moi, d'accord. C'est comme être le meilleur, je sais pas moi, sur un 100 mètres, ou courir le 100 mètres en 10 secondes. Il y en a un, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du niveau des autres, et du mien bien sûr, et l'autre, courir en 10 secondes, ça ne concerne que moi. Et dernier niveau, donc objectif de résultat, objectif de performance et l'objectif de processus, c'est de quelle manière je me prépare pour me donner le maximum de chances d'atteindre cette performance. Et si j'atteins cette performance, je pense que j'ai le plus de chances d'atteindre mon résultat. Et je constate donc que très souvent, les gens, j'aime pas trop le dire comme ça, mais qu'on soit dans des études, dans de l'entrepreneuriat, dans du sport, quand en début de collaboration, je demande à des personnes quels sont vos objectifs sur les 6 prochains mois, très souvent, ça va être marquer tant de buts, être titulaire, avoir plus d'argent si je suis entrepreneur ou autre, ou être dans telle école. Mais on est rarement sur la performance et sur le processus. Ce qui nous stresse, c'est la perte de contrôle. D'accord ? La perte de contrôle, les éléments inattendus, la nouveauté, ce qui menace mon ego, sont des éléments qui peuvent me stresser. Donc si je rajoute plus de contrôle en me disant finalement, moi je vais me centrer sur mes processus. Je vais réviser de telle manière. Puis, je vais faire de la cohérence cardiaque parce que j'ai compris que je devais l'intégrer avant, ou de la visualisation, et que oui, ça marche, mais pas si je le fais juste le jour J. Donc finalement, je vais me centrer beaucoup sur mes processus. Je vais me prendre aussi des plages où je vais me détendre, où ça, les sportifs l'ont très très bien compris, mais les autres pas toujours. Les sportifs et les sportives. Le repos fait partie du process. Le repos fait partie du plan de match, comme on dit. Et aussi important, hein. C'est ça, voilà. Ça te permet d'assimiler, etc. Et c'est vrai que même quand j'étais encore donc prof en école d'ingé, tu avais des élèves ingénieurs qui l'avaient très bien compris, et tu en avais d'autres qui me disaient, écoutez monsieur, je suis vraiment désolé, mais là le cours de PS, je viendrai pas cet après-midi parce qu'il faut que j'aille bosser 2 heures de plus. Et je leur dis, c'est un peu dommage parce qu'en fait je pense que tu viendrais dans le cours, ça va t'aérer l'esprit, tu vas bouger un petit peu, ça va te faire du bien. Et le repos fait vraiment partie du plan de match. Donc je pense que pour les étudiants aussi, lycéens ou autres, et lycéennes bien entendu, c'est important aussi d'avoir
de temps comme ça pour assimiler, pour digérer, s'aérer un peu l'esprit, avoir du plaisir aussi à retrouver après ces fiches de révision. C'est vrai que c'est tout un programme. Le plan d'action, là on a un mois par exemple du bac ou du brevet, il faut intégrer en fait la préparation, cette préparation un peu mentale, ces moments un peu de détente et effectivement s'attarder sur les fiches de révision et autres. Mais c'est vrai que à cet âge-là, on se dit bon, c'est ou tout ou rien. Oui, C'est-à-dire que généralement c'est, je me mets à Puis la fond. loi de la dernière minute. Voilà. C'est-à-dire que la gestion, le petit stress positif, comme ils me disent, mais madame, le stress, c'est là où je suis le meilleur, de toute façon, c'est à la dernière minute. Et puis, en fin de compte, il n'y a pas eu de plan d'action auparavant. Et c'est vrai que là, il faut vraiment leur dire qu'on a la possibilité, en amont, de gérer, d'apprivoiser. D'ailleurs, ce stress que tu nommes comment dans ton livre ? Que je nomme Fernand. Voilà. Ouais, Fernand. Tu peux nous expliquer qui donc Fernand ? Oui, alors pourquoi Fernand ? Alors, bon, au-delà du fait que c'était le prénom de mon grand-père, d'un de mes deux grands-pères, puisque comme beaucoup de gens, j'ai deux grands-pères, paraît-il. Mais non, en fait, si tu veux, alors, je voulais à la fois un prénom ancien. J'avais pas trop envie que un prénom plus contemporain, une personne lise le livre et dise ah mince tiens, il appelle son stress comme mon prénom. Donc je me dis qu'il y a un peu moins de Fernand ces temps-ci qu'à une époque, mais je trouvais bien vraiment que ça soit un prénom ancien parce que je vois vraiment le stress comme un vieil ami, alors peut-être un grand-père ou un vieil oncle, quelqu'un qui nous veut vraiment du bien et qui veut notre confort, qui veut qu'on reste dans quelque chose de confortable. Et le confort c'est plaisant, moi j'aime bien de temps en temps être dans du confort, mais quand je suis trop dans du confort, je sais pas, dans un canapé trop confortable, au bout d'un moment j'ai mal au dos. Si je mange que des choses qui sont très plaisantes et tout, c'est pas toujours l'idéal. Ouais, on s'en lasse, c'est pas toujours l'idéal pour le corps, etc. Bon, et du coup, je voulais à la fois vraiment, je voulais pas être dans une méthode, les 8 clés pour éradiquer son stress en 10 minutes par jour, en 2 jours. Je voulais vraiment qu'on comprenne que j'avais une vision plutôt sympathique du stress et que c'était une sorte de vieil ami qu'on ne devait pas toujours écouter. Le principe des pratiques narratives, de dire tiens il va se passer ça, c'est dramatique. Voilà, de mettre de la distance avec ça. Moi je trouve que ça peut être apaisant. Aussi de le personnifier, ça parle à beaucoup de gens. J'ai eu en toute franchise, je sais pas si c'est très intéressant de le raconter là, mais une personne qui m'a dit moi ça me dérange un peu que tu le personnifies comme quelqu'un d'extérieur à toi. Pour autant voilà, moi c'est une pratique qu'on fait beaucoup en imagerie mentale. Des fois on va visualiser notre double, ce qu'on appelle une imagerie dissociée, où je vais m'imaginer dans telle situation ayant déjà tel type de comportement. On sait que le cerveau fait très peu la différence entre ce qu'on vit réellement et ce qu'il imagine. On a à peu près les mêmes zones cérébrales qui sont mobilisées. Pareil quand on observe. Donc observer des personnes qui révisent, observer des personnes qui sont à l'aise à l'oral aussi, parce que ça vient mobiliser des zones cérébrales. Et puis imaginer, imiter aussi c'est aussi des moyens d'acquérir comme ça de nouvelles habiletés mentales. Je dis pas que c'est suffisant, mais en tout cas, ça contribue. Mais le nommer, oui, ça te permet de prendre une certaine distance aussi par rapport à tout ça. Exactement. Ouais. Et ce que tu disais aussi dans ton livre, et de le voir positivement, moi j'ai bien aimé le fait de voir le stress comme quelque chose de positif. Et comme tu le rappelles, quand on est stressé, c'est qu'on sort de notre zone de confort. Et ça permet aussi de l'agrandir, cette zone de confort, d'expérimenter de nouvelles choses. Et peut-être d'avoir une dose de stress, d'adrénaline au départ. Et en fin de compte, après, d'apprivoiser petit à petit ces nouvelles expériences et qu'elles rentrent dans notre zone de confort. Et j'ai trouvé bien cette métaphore aussi du fait que le stress n'est pas que négatif. Oui, c'est ça. Et ça revient avec ce que tu disais au début, de porter un regard positif et sur les choses pour éviter de focaliser. Je dis ça parce que depuis tout à l'heure, tout ce que j'entends, moi je suis coach professionnel en PNL. Donc tous ces outils-là, j'en parle. Le coaching, ce qui est génial, c'est qu'il est très bien reconnu dans le sport depuis longtemps et que c'est quelque chose qui serait très utile. En tout cas, alors évidemment, coach de vie, c'est un peu pourri comme nom. Et puis aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des coachs de tout et de rien. Surtout de rien d'ailleurs. Donc du coup, j'imagine que dans la préparation mentale ou dans les formations, dans les DU, il y a beaucoup d'outils de la PNL que vous utilisez. On en utilise. Alors beaucoup, je sais pas, sachant que ce qui est aussi symptomatique entre guillemets, c'est que qui dit DU dit
diplôme universitaire. Oui. C'est-à-dire que typiquement, donc moi je le gère avec Nicolas Epinou. Nico est responsable logistique du DU, moi j'en suis responsable PEDA. Concrètement, j'ai fait, on va dire, les 3/4 de la maquette, peu importe du pourcentage, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu, ou je n'ai pas eu de compte à rendre à quiconque sur la maquette. Oui, t'as eu une marge de manœuvre sur le contenu et l'innovation pédagogique que t'as voulu mettre dedans. Exactement. Top. Donc après, c'est ça. Donc finalement, chaque DU, et donc y compris en prépa mentale, décide vraiment des outils qu'il met. Donc t'en auras sans doute avec des outils de PNL, d'autres non. Et c'est vrai que chaque DU fait un peu à sa sauce. Nous, typiquement, dans celui de Poitiers, alors j'ai pas d'action à la fac de Poitiers, j'en parle tout à fait librement, mais tu vois, moi par exemple, j'ai voulu mettre de l'équi-coaching. Alors pourquoi de l'équi-coaching ? Parce que justement, je considère que dans la performance, que l'on soit enseignant, voilà, on peut être un bon enseignant et donc on performe aussi, ou que l'on soit étudiant, sportif, entrepreneur, etc. Il y a ce principe un peu d'unité de temps, de lieu et d'action qu'on retrouve au théâtre. Tu vas avoir des personnes qui sont sur scène qui performent, tu vas avoir le préparateur mental qui est très souvent en coulisses, et puis tu as des personnes qui sont dans les gradins. Oui. Et d'une certaine façon, moi je trouve trop facile, c'est un point de vue tout à fait personnel, de dire, bah tiens, allez, je vais me former 1 an, ou je vais me former 4 mois, puis maintenant je suis prépa mental, et puis je vais dire aux autres, tiens, allez, fais comme ça, c'est facile, etc. Des recettes miracles. C'est ça. Et je trouve bien aussi, il y a ton téléphone qui est fatigué, je crois. C'est bon, ça va encore. Et voilà, je trouve bien de pouvoir aussi expérimenter quand on est préparateur mental, quand on est enseignant. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, c'est aussi très bien de ressentir le stress quand on est enseignant, puis de passer d'autres concours, et puis de s'éprouver un petit peu là-dedans. Je pense que c'est pareil quand on est préparateur mental, mais ça, de mettre de l'équi-coaching ou de faire en sorte que les étudiants qui passent le DU de Poitiers soient parfois dans les coulisses, parfois sur scène et parfois dans les gradins, ça c'est nous qui l'avons décidé, on va dire, avec Nico. Quoi. Et ça c'est génial d'avoir eu cette marge de manœuvre, parce que quand tu vois sur tous les programmes scolaires qui sont figés dans le marbre, ou alors après dans la formation avec les fiches RNCP, voilà. Moi je pars du principe dans mes cours qu'avec t'as des compétences à valider aujourd'hui, en tout cas universitairement, on est beaucoup sur une bascule d'approche par compétence. Une compétence, elle se valide de multiples façons, en plus en fonction des personnes. Je travaille aussi beaucoup, ce qu'on disait, ça c'est aussi des clés, mais même pour les petits, le tête, cœur, corps, parce qu'effectivement c'est un tout. Donc si tu oublies une partie, elle va te sauter à la figure au moment où il faut pas. Donc voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir mixer. Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est ce que je disais. Je me forme en webinaire, et puis du coup après j'ai la méthode miracle que je vais te vendre une fortune si possible, et que voilà. Et le fait d'avoir tout un panel, un éventail de plein d'outils. Et pour pouvoir piocher dedans et faire un peu du sur-mesure avec tout le monde, et se dire, toi, tu vois, il y a ça qui existe aussi. Alors un trousseau. C'est ça, une boîte à outils. C'est ça. Super. Quand t'as dit toi, je croyais que c'était la chanson, le début de toi, mon toi. C'est pas celle-ci. C'est moi, mon moi. On va faire une deuxième pause musicale avant la fin pour finir tous ensemble. Merci Jean-Pierre d'allumer tes platines. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. De retour pour la dernière partie de notre émission Place au possible sur Radio Grand Lac 92.1. Une dernière partie qui va être exceptionnelle. Vous le saurez à la fin. Vraiment, restez jusqu'au bout. Donc là, toujours avec Camille Julie et Raphaël Oma, notre invité, préparateur mental, qui va passer sur le grill d'une petite interview up and down. Ok, T'es prêt, c'est Raphaël ? parti, c'est bon. Pas Gestion de du stress. Non, ça va. Sur de 0 à 10, là, t'es... moins 1. 3,5. Allez, première question. Qu'est-ce que tu adores dans ton job ? Ce que tu préfères par-dessus tout? J'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes. Ça, je trouve ça cool. Rencontrer des personnes dans des contextes très différents et échanger. Ok. Je dois être rapide. Ouais. Après, okay. Tu peux prendre comme tu veux, comme tu le sens.
Il y a 250 questions, donc il nous reste pas longtemps. On a jusqu'à ce soir. Est-ce que tu peux nous dire, ou une anecdote, ou qu'est-ce qui a pu te stresser le plus dans ton job, une situation la plus stressante que tu aies pu vivre? Alors, je pourrais t'en donner 2 rapidement. La première, je pense que c'était les toutes premières séances de préparateur mental où voilà, je me mettais un peu la pression, où je pense que je voulais un peu trop faire le professeur de préparation mentale et donc prouver d'une certaine façon à la personne qui était en face de moi que j'avais plein d'outils, donc en fait je lui en mettais plein la tête. Voilà, donc ça à l'époque j'étais un peu stressé et puis je pourrais dire peut-être aussi un des passages télé, voilà, en direct, où forcément tu te dis il faut essayer de pas trop dire de bêtises. Voilà, il y a Fernand qui te parle beaucoup. Tu vas être sensible un peu plus à ton image sociale aussi. Donc voilà, je dirais direct télé et puis peut-être les toutes premières séances avec un peu d'enjeu. Ok. Et du coup, quelle a été ta plus grande réussite dans ta carrière ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je dirais d'avoir des préparés, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas des personnes qui sont souvent contentes de ce qu'on met en place. Ça, c'est voilà, j'en suis ravi. Le livre en fait partie. Le smoothie, on en parlera aussi après, mais très très rapidement, je veux pas être trop long, mais en fait, moi, jusqu'au Covid, pour moi, mon boulot, c'était de bosser avec des sportifs professionnels, pour dire les choses clairement, de travailler avec des entrepreneurs aussi. J'ai la chance, en tout cas, je considère que c'est une chance de travailler beaucoup dans le football, y compris pour des questions économiques, financières, pour être tout à fait transparent. Et donc, une de mes fiertés, c'était de me dire, moi, j'ai vécu une très très belle période pendant le confinement. Le tout premier confinement, il faisait très beau, on est d'arriver en Savoie, c'était magnifique. Et à chaque fois que j'allumais la radio, ou très souvent quand j'allumais la radio, on nous parlait quand même beaucoup de violences intrafamiliales. On parlait beaucoup de tensions au sein des familles. L'idée est surtout pas de dire qu'un livre ou un podcast va tout changer, mais mon idée a été de me dire à ce moment-là, c'est très bien de bosser avec des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs comme je disais, mais essaye modestement d'apporter aussi certains outils à monsieur et madame tout le monde. C'est typiquement l'idée de ce livre, parce que Le Duc est une superbe maison d'édition, une maison très généraliste. On n'est pas du tout dans une approche élitiste. Et l'idée est plus de voir comment est-ce qu'on pourrait, nous, utiliser certains outils dans notre vie quotidienne. Donc, on va dire que une de mes fiertés, entre guillemets, pour reprendre ton terme, c'est de contribuer à permettre à plus de personnes de découvrir la préparation mentale et donc peut-être d'être un peu moins stressés. Déjà pour elles, ça joue sur leur santé mentale, physique et sociale. Et pour moi, l'aspect social est hyper important. C'est-à-dire que j'ai conscience que quand je suis stressé, je suis plus chiant aussi. Et que un papa, une maman stressée, quelqu'un de plus chiant, plus chiante, un voisin, un prof stressé, voilà, des personnels soignants et autres. Donc, je pense que c'est important. Mériter potentiellement une baffe. Comment ? Peuvent mériter potentiellement une baffe, ce qui justifie les violences. Il y a un moment, tu cherches, tu trouves. Donc voilà, ça c'est une de mes fiertés, d'essayer de démocratiser, vulgariser à mon niveau la PM. Et du coup, à l'inverse, un échec marquant. Alors même si le mot échec, on sait et on en parle nous souvent, que l'échec est bénéfique. Il y a des fois, ça nous permet de repartir sur de bonnes bases ou repartir sur d'autres choses. Des fois, ça pique. Oui, pas mal, il y a des fois. Mais c'est vrai que toi, un échec en tête là que tu aurais dans ta carrière professionnelle ? Écoute, honnêtement, échec, je te dirais peut-être le fait de ne pas avoir gagné Ironman. Non, vraiment sur la partie PM. En tout cas, au tout début, donc on va dire 2012, 2013, dans mon plan de carrière, il y a un moment où je voulais être dans un club de Ligue 1 ou Ligue 2, salarié. Dans un club de Ligue 1, Ligue 2, c'était un peu ma vision. Bon, donc ça s'est jamais fait. En même temps, aujourd'hui, je mets pas d'énergie pour ça. Il y a des avantages à être salarié à l'intérieur d'un club. Je parle pour le boulot, je parle pas forcément pour le confort ou la sécurité d'emploi. Tout comme il y a aussi des avantages à être à l'extérieur d'un club. Je connais plein de joueurs qui sont très contents finalement d'avoir un PM, un prépa mental à l'extérieur du club et qui n'ont pas la crainte que les murs aient des oreilles. Voilà, mais sinon, honnêtement, non. Tu sais, j'ai des fois des préparateurs mentaux qui me demandent tiens, mais comment t'as fait pour développer ton entreprise, développer ta boîte, etc. J'ai aujourd'hui la chance
chance d'avoir des salariés aussi, deux salariés, une freelance, une assistante en freelance. Et justement, je leur dis, je pense que je me suis énormément raté. Alors oui, sur les réseaux, je montre généralement que les trucs que je réussis, mais en fait, je me rate la plupart du temps. Je me prends plein de portes dans la figure, et c'est entre guillemets génial. Enfin, je veux dire, c'est bien, et c'est comme ça qu'on apprend, quoi. C'est clair. C'est parti du jeu. Quelle est ta plus belle rencontre professionnelle ? J'en ai eu plein, mais je pourrais parler de Denis Sapia, un joueur aujourd'hui à Saint-Étienne que j'ai connu à l'époque à Caen, qui sortait de Monaco. Ça a été, je pense, l'un des joueurs avec lesquels j'ai le plus collaboré. Très très belle rencontre humaine. Et puis je dirais là une rencontre il y a pas très longtemps, je pense début 2023, fin 2022, début 2023, avec Julia, une cadre dans le sud de la France, qui voulait, alors on n'était pas sur des étudiants qui voulaient une orientation, mais là une personne qui voulait une reconversion, je pourrais dire une réorientation. Et je suis super content parce qu'on a bossé 3 mois ensemble. Elle voulait reprendre confiance en elle, et c'est une personne qui a passé plusieurs entretiens d'embauche auprès de l'aéroport de Marseille et de EDF, qui a été prise dans les 2 boîtes et qui a choisi l'aéroport de Marseille. Donc ça aussi, ça a été une belle rencontre, et ça montre aussi que, encore une fois, la PM, même si elle est très estampillée pratique de sportif, encore une fois, voilà, ça peut être hyper utile pour des étudiants, ça peut être utile pour des personnes qui veulent se remettre sur le marché du travail, de gérer un petit peu mieux le stress, les émotions, avoir de la clarté sur les objectifs ou autres. Donc voilà, c'est de belles rencontres, je pourrais dire. Et dernière question, la plus délicate, ta rencontre professionnelle la plus décevante ? Alors écoute, je pourrais te dire que c'est la rencontre que j'ai pas encore faite. C'est un peu décevant de ne pas l'avoir encore faite, tu vois. Non, après non, parce que tu vois, des fois j'écoute la radio aussi et j'aime pas les gens qui font la langue de bois, donc je vais essayer de pas trop en faire. Mais non, en fait, je pense aussi qu'il y a des fois des rencontres que moi je vais trouver décevantes, mais il faut juste les accepter, elles sont comme ça. C'est-à-dire que selon moi, parfois le travail n'est pas fini avec certaines personnes, même si j'essaye vraiment de pas être quelqu'un qui s'attache au préparé, qui s'attache professionnellement, je veux dire. Mais donc voilà, des fois je vais trouver telle collaboration avec tel joueur qui performe, qui est aujourd'hui à bon niveau. Finalement, tu dis bon, pour moi on aurait pu encore bosser, mais franchement je suis relativement détaché par rapport à ça. Donc je dirais plus franchement, les rencontres qui ne se font pas parce que des personnes vont te dire tiens, la PM c'est pas pour moi, ou c'est un truc de loser, ou un truc de voilà, qu'on peut encore entendre parfois. Bien sûr. Donc c'est plus ça qui est décevant. Merci Raphaël. De rien. Et pour finir, tu peux nous dire 2-3 petits mots sur les smoothies ? Ouais, bien sûr. Alors les smoothies, ils sortent tous les mercredis. Ça tombe bien, on est mercredi, donc il y en a un qui est sorti ce matin. C'est en effet un podcast, donc pareil, que j'ai sorti après le confinement. Je crois qu'aujourd'hui on était au 126e épisode. C'est donc des petits podcasts où tantôt seul, tantôt accompagné, on parle un peu des ingrédients qu'on peut mettre pour performer ou pour plus se détendre. Donc ça peut parler entre guillemets à tout le monde. Et quand j'ai des invités, ça peut être des sportifs. Aujourd'hui, donc c'est Maëlie Abadi avec qui j'ai travaillé, qui a été 3e au championnat du monde de tumbling. Allez découvrir ce que c'est le tumbling. Je le dis aux personnes qui nous écoutent. Si vous ne connaissez pas, voilà, c'est génial. Et Maëlie, elle est à la fois sportive de haut niveau, elle est étudiante et chef d'entreprise. Et donc, dans l'épisode du jour, elle nous partage un peu son smoothie. Et puis, quand je suis seul, c'est des capsules très, très courtes de 5-6 minutes où on va voir une notion de préparation mentale. Et là aussi, ça peut être intéressant pour des étudiants, pour des parents, pour monsieur et madame, tout le monde, comme on dit. On va regarder ça. T'as mis combien de temps pour écrire ton livre ? À peu près 3 mois et demi. Sachant que donc quand tu écris un livre comme ça, là, avec une maison d'édition, au moment où ils te disent oui, ça veut dire que tu as déjà fait ton plan. Donc le plan était fait, la structure était faite, et après 3 mois et demi pour l'écrire. Et petite anecdote, en fait, je l'ai beaucoup plus parlé qu'écrit, puisque j'avais un logiciel, je vais pas dire le nom, mais un logiciel qui me permet de parler dans un micro comme ça, et puis tu vois les mots qui arrivent sur ton écran. Donc je faisais, on va dire, je parle pendant 5 minutes, ça me fait une page, et puis après je corrige un peu ce que le logiciel a pas trop compris. Mais c'est vrai que finalement, je l'ai beaucoup plus parlé qu'écrit. Mais voilà, donc 3 mois et demi. Ouais. Super. Comment t'as fait pour
T'avais déjà trouvé la maison d'édition ou t'en as fait plusieurs ou Non, j'avais trouvé la maison d'édition avant. En fait, j'ai contribué à un bouquin qui s'appelle Le yoga pour les hommes. Puis la maison d'édition m'avait réécrit en me disant, je devais signer une sorte de papier, donc qui stipulait bien que je n'aurais pas de droit d'auteur. Ça, c'était ok. Et il faudra que je revienne une autre fois. Je vois l'heure qui tourne. Mais en fait, comme j'ai eu un premier livre j'ai écrit un premier livre qui s'est soldé par un procès, je m'étais promis que j'en ferais un second, et donc ça m'a donné envie de faire ce deuxième livre, on va dire, puisque le yoga pour les hommes, c'est juste une contribution pour le Duc. Et donc voilà, en discutant, eux trouvaient le sujet très intéressant. On n'a pas parlé de stats et c'était pas le propos, mais il y a tellement de personnes qui sont stressées, que ce soit chez les étudiants, chez les employés, les personnels soignants ou autres. Il y a des stats vraiment intéressantes là-dessus. Et donc voilà, donc après on a bossé ensemble. Super. Est-ce que tu peux nous dire là, comme ça, si tu l'as, le projet que tu vas mener l'année qui vient? Ouais, ça s'appelle Racine. Racine parce que vos principales ressources sont invisibles, et c'est une plateforme qui me tient vraiment beaucoup à cœur, et ça, je continue toujours dans mon approche, on va dire, excusez-moi de le dire comme ça, mais j'allais dire mass market, mais voilà, un accès à la préparation mentale pour quelques euros. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. L'idée, c'est de se dire que des personnes peuvent avoir accès. Alors certes, on peut aller sur Netflix ou autre, et puis on pourra aussi aller sur Racine, mais pour avoir du contenu spécifique sur la préparation mentale, la gestion du stress, la confiance en soi, la pratique aussi de yoga et autres. Et je suis très content aujourd'hui parce qu'on a certaines mutuelles de santé qui sont intéressées par le projet. On collabore aussi avec l'ESCA, une école de commerce en France. Donc voilà, il y a déjà plusieurs, on va dire, institutions intéressées, et l'idée, c'est de sortir Racine le 1er septembre 2023. Génial. On attend ça avec impatience. Arrive le moment tant attendu de ce qui va se passer. Donc, moi, j'ai été très, très heureuse et très fière, et je remercie encore Sandra et Jean-Pierre de m'avoir accueillie pour l'émission Place au possible. Étant donné que mes fonctions moultes et variées, notamment maintenant nationales, me font aller régulièrement par Mons et par Vaux, j'ai choisi de prendre soin de moi et de réduire mes activités annexes, avec un point au cœur quand même. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que Camille et Julie vont reprendre le flambeau de l'émission Place au possible. Donc ce sera au même rythme, une fois par mois, les mercredis, de 17 à 18, sur toujours la même thématique, rapprocher le monde des adultes et des enfants et des jeunes pour en faire une belle et même galaxie. Et on est ravis, on te remercie en tout cas. Merci pour ta confiance. Il paraît que je serai aussi un peu invitée des fois. Mais tu vas nous faire pleurer, Angélique. Quel plaisir de t'avoir eu avec nous pendant plusieurs mois, pendant 2 ans peut-être, hein? Pas loin? Ouais, ça passe tellement vite. Voilà, c'était un plaisir. On se rappelle encore avec Sandra quand tu nous avais appelé pour nous proposer cette émission. Tu es passé nous voir et on avait vu déjà que tu avais préparé vraiment un très très beau schéma. Donc on t'avait tout de suite dit oui. Puis on a passé des chouettes moments ensemble. Alors oui, tu t'en vas un petit peu, mais tu seras invité. Hein. Oui. Tu seras un peu la présidente d'honneur, la caution morale de cette émission Place au possible. On continuera bien sûr à t'avoir avec nous, mais un petit peu moins puisque tu es très prise. Et donc merci pour tout ce que tu as fait, merci pour les invités que tu as fait venir, merci pour ton sourire, pour ton humour, pour tout, on t'adore. Et puis on va essayer d'adorer autant Camille et Julie, mais ça posera pas de problème parce qu'elles nous ont déjà montré qu'elles sont là et qu'elles maîtrisent bien le sujet. Et donc toi, pour te remplacer, il faut bien qu'elles soient 2. Toi seule, tu arrivais à tout faire, mais là elles seront 2. Et on garde donc le créneau du dernier mercredi du mois, hein, d'accord? C'est ça. Et écoutez, on prend date et puis merci encore. Et puis on te dit pas au revoir, on te dit à très vite. Oui, à très vite. Et merci à vous les filles. Merci Angélique. Merci Raphaël. Merci Raphaël. Au revoir. Et là, voilà, c'est fini. D'accord. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.